Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Bonjour, vous écoutez Indépendance financière et hypothèque. On est à l'épisode numéro 105. Aujourd'hui, je parle de Luc le milliardaire. C'est une série que j'ai écoutée sur Crave. C'est animé par Pierre-Yves McSween. Vous en avez peut-être entendu parler dans les médias. On en jase beaucoup. Donc, Luc Poirier laisse pas les gens indifférents. Il est peut-être milliardaire, comme l'implique le titre. C'est Luc le milliardaire avec un point d'interrogation. On veut savoir si Luc est milliardaire. Donc, Pierre-Yves McSween a passé, je pense, quelques semaines ou même plusieurs mois avec Luc Poirier, puis a fait un petit peu l'inventaire. Il s'est promené avec lui, on voit son garage avec ses Ferrari qu'il montre sur les médias sociaux. Puis on essaie de comprendre un peu le personnage Luc Poirier. Moi, ce que j'ai trouvé de l'émission, c'est qu'en fait, je trouve ça très bien que Luc Poirier s'ouvre comme ça. Je trouve ça admirable, en fait, qu'il soit transparent comme ça, qu'il s'expose au public comme ça. Je pense que c'est dans un but vraiment d'aider. Il y a une demande, il y a une fascination. Les gens, les Québécois veulent savoir comment il a fait, veulent avoir des trucs pour s'enrichir. Ils sont aussi curieux de voir sa collection de Ferrari, puis à travers la vie des gens riches et célèbres, ça fascine, puis on est curieux, puis on veut savoir. Donc, même si Luc s'expose en faisant ça à des critiques, puis je pense qu'il y en a, moi, ça ne sera pas le but de l'émission aujourd'hui. Je ne vais pas critiquer rien. Je vais plutôt essayer de voir comment on peut faire, nous, pour tirer des leçons du parcours de Luc Poirier pour nous cheminer de 0 à 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars. Et peut-être pas nécessairement cheminer de 0 à 1 milliard, parce que, le but du podcast Indépendance financière et hypothèque est beaucoup plus humble, je pense, que de dire, OK, on va devenir milliardaire, parce que c'est difficile de concevoir une quantité énorme d'argent comme ça. Il peut y avoir tout plein d'aspects peut-être éthiques qui viennent avec ça, de faire autant d'argent. Et puis, chacun a sa façon de voir ça. Mais je pense qu'à la base, chaque personne a le droit de sécuriser son avenir financier. Pour moi, d'accumuler 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars pour vraiment avoir une sécurité financière pour atteindre éventuellement l'indépendance, c'est-à-dire ne plus dépendre de notre travail. Si on tombe malade à un moment donné, on peut quand même avoir des soins, puis avoir un train de vie digne et faire en sorte que notre travail tombe pas dans le vide, qu'on tombe pas dans le métro, boulot, dodo, puis qu'on aspire au bonheur et à un train de vie quand même raisonnable qui est basé sur le travail qu'on va avoir réussi à faire dans notre vie. Mais côté finances personnelles, c'est une bonne idée de passer un peu de temps à y réfléchir, à regarder ce que les autres font, à regarder, OK, comment moi je peux appliquer ça à ma vie pour avoir une vie qui a du sens, qui est centrée, puis qui est axée justement sur, oui, trouver le bonheur, mais financièrement, faire la bonne chose, OK, en finances personnelles. Donc, on va regarder. Première étape, je vais y aller un petit peu avec un résumé de ce que j'ai... Tu sais, parce que moi, j'ai regardé ça avec ma conjointe, les 3 épisodes. On a trouvé ça très intéressant en passant. Puis j'ai pris des notes, tu sais, parce que je savais que je voulais faire un épisode de podcast sur ce sujet-là. Donc, je vais revenir avec ce que j'ai vu, OK? Donc, ma vision, ma perception de ce que j'ai retenu, en fait, du parcours de Luc Poirier à travers les épisodes avec Pierre-Yves McSween. Donc, Luc le milliardaire, on va regarder ça ensemble. Puis ensuite, j'ai tiré 5 leçons. Donc, on va revenir sur son parcours, puis je vais interpréter, pour moi, il y a 5 leçons qu'on peut garder, puis partir avec ça, puis peut-être nous aider dans nos propres finances personnelles. Peut-être pas pour devenir milliardaire, mais tout de moins nous donner une chance, peut-être, de le devenir, ou en tout cas, nous faire cheminer au moins vers le 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars en valeur nette.
OK. Je vais parler du Club Privilège tout de suite. Si vous appréciez le contenu du podcast et vous aimeriez qu'on reste en contact par courriel, moi j'envoie un courriel par mois et en plus, dans ce courriel-là, il y a une question à laquelle vous pouvez répondre et ça vous inscrit automatiquement à un tirage d'un beau prix d'une valeur de, ça dépend des mois, là, entre 750 et même jusqu'à 5000 $ en grand prix qu'on peut faire tirer par mois. Donc, si vous vous inscrivez à mon Club Privilège, vous allez avoir accès à ça, en plus d'avoir un résumé de mes derniers podcasts pour le mois. C'est super simple, vous n'avez qu'à aller sur mon site web frédériclacharité.com/club-privilège et je vais vous ajouter au Club Privilège. Vous allez commencer à recevoir les courriels dès le mois suivant. Je commence. Luc Poirier, les 3 épisodes, là, j'y vais un peu en ordre chronologique, a commencé très jeune. Lorsqu'il avait 14 ans, il avait un BBS. Ça, c'est l'ancêtre d'Internet. Il avait un réseau sur lequel les gens se connectaient et payaient un montant d'argent. Il disait qu'il pouvait faire jusqu'à 100 000 $ par année. Donc, je pense qu'il avait 14 ans à ce temps-là. C'était un ordinateur qu'il avait chez lui. Puis, il y a eu des débuts très modestes. Luc habitait dans un HLM. Puis, très tôt, voulait faire de l'argent. Très tôt, il voulait faire de l'argent et puis il voulait travailler. Il occupait un emploi 44 heures par semaine ou 40 heures semaine. Là, tenez-moi pas rigueur là, de l'exactitude des faits. OK, je fais juste rapporter ce que j'ai vu en fin de semaine lorsque j'ai regardé le documentaire. Je vous dis ce que j'ai retenu. OK, il travaillait dès un jeune âge. En même temps qu'il allait à l'école, il travaillait dans un dépanneur 40 heures. Il s'est mis à organiser des événements. Il aimait ça faire la fête, puis il organisait des événements, vendait des billets. Il a commencé comme ça. À chaque chose qu'il faisait, qu'il organisait, il y avait un aspect monétaire là-dedans. Il voulait générer du profit. Assez tôt, il parle de sa Porsche aussi qu'il s'est acheté quand il avait comme, je pense, 15 ans ou 16 ans. C'était comme un désir vraiment de faire de l'argent. Puis on parle de cartes de hockey. Donc déjà, on avait la bosse des affaires. Il pouvait voir les opportunités. Donc on allait, par exemple, dans les foires de cartes de hockey. Puis on le voit dans le documentaire qui dit... Mais moi, j'ai remarqué que si on allait dans une foire de cartes de hockey en Ontario versus au Québec, en Ontario, au Québec, c'est pas les mêmes joueurs qui sont appréciés des collectionneurs. Donc, c'est possible d'aller à un endroit, d'acheter des cartes pas trop chères, puis de venir les revendre au Québec, par exemple, où est-ce que là, les joueurs sont plus populaires, une plus forte demande. Donc, l'offre et la demande, être capable d'acheter bas, vendre haut. Et puis, assez tôt aussi, a fondé des boutiques de services informatiques. Donc, Service Info, qu'il vendait du matériel informatique. Ça, c'était lié aussi à son service de BBS qui fournissait, qui lui rapportait de l'argent. Il a continué un petit peu dans la même veine, s'est ouvert des boutiques d'informatique. Et puis là, comme il dit, ça, je l'avais déjà entendu raconter cette histoire-là, à l'école, il avait appris le concept de loss leader. Donc, pour attirer des gens dans ses boutiques, il s'est dit, qu'est-ce que je peux vendre vraiment? Loss Leader, c'est on a un produit qui va attirer la clientèle chez nous dans nos boutiques. Donc lui, c'était des disquettes. Il a dit, OK, il a cherché un fournisseur de disquettes. C'est quoi le plus bas que tu peux me vendre les disquettes si j'en achète un troc au complet? Et puis, je pense que c'était 7 $ la boîte de disquettes. Puis là, il s'était mis à vendre des boîtes de disquettes à 7 $. En tout cas, je ne me rappelle pas les chiffres exacts, mais ça avait attiré une foule de gens dans ses boutiques et ces boutiques ont fait beaucoup d'argent parce que là, les gens venaient pour des disquettes, mais achetaient d'autres choses en plus là où il faisait son profit. C'est ça, toujours la bosse des affaires et puis éventuellement a acheté sa première maison. C'était pas une maison où est-ce qu'il habitait seul. Lui, tout de suite, ce qu'il a fait, c'est que c'est une grande maison, oui, mais chaque chambre, il les louait à des gens dans sa famille, ses amis, puis il vivait en communauté. Et puis, en bout de ligne, sa maison ne lui coûtait rien. Donc déjà, assez tôt, puis ça, c'était donc dans la vingtaine, ses premiers pas dans l'immobilier, s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire avec ça, être propriétaire, acheter avec un prêt hypothécaire. Donc, dès ce moment-là, il a commencé à faire de l'immobilier. La première maison qu'il dit avoir achetée, 155 000, l'a revendue quelques années plus tard pour 355 000. Puis, en plus, ça ne lui a rien coûté, évidemment, parce qu'il louait les chambres à ses amis, aux membres de sa famille. Il a commencé à faire de l'immobilier à partir de là.
Il s'est acheté des logements locatifs, a commencé à faire de l'immobilier. Éventuellement, s'est fait construire une maison. Ça a été ses premiers pas dans la construction lorsqu'il s'est fait construire sa première maison. Et puis, éventuellement, plus tard, il s'est mis à faire de l'acquisition de terrains et revendre. Donc, toujours, on grossissait. Tu sais, on partait des cartes de hockey, on partait des services, puis on s'est en allé vers l'immobilier, vers le développement de terrain. Puis les gros projets, de plus en plus gros, acheter un terrain, s'occuper du travail, de changer la vocation du terrain avec la ville, faire ce que les autres ne veulent pas faire. Donc lui est capable de voir ces opportunités-là. C'est ce qui l'a aidé à passer de 0 à 1 million, après ça à 10 millions, à 100 millions. Et puis là, à travers, au fil des épisodes, des 3 épisodes de l'émission Luc le milliardaire avec Pierre-Yves McSween, fait le détail un peu des avoirs de Luc. Puis on se rend compte qu'il s'approche là, du milliard et que ça devrait arriver dans les prochaines années avec tous les projets immobiliers de terrain qu'il a en cours et sa façon toujours de toujours trouver des nouvelles opportunités. L'exemple typique, la Pierre, l'île Charon, OK, pour 6 millions. Bon, là, ce projet-là n'a pas marché. Ça a pris du temps. Le gouvernement, finalement, ça a été bloqué pour des raisons environnementales. On ne pouvait pas développer sur l'île Charon, mais il a quand même réussi à s'entendre avec le gouvernement pour revendre le terrain à 15 millions, ce qui avait payé, lui, 6 millions. Donc, il a quand même fait un bon profit, même si en bout de ligne, c'était moins de profit que s'il avait réussi à faire du développement résidentiel sur l'île Charon. Donc, on était dans l'immobilier, on fait nos premiers pas, toujours des deals de plus en plus gros, et puis on a continué à faire du développement, justement, on est même allé jusqu'à faire des tours à condos dans Griffintown. On a eu la briqueterie aussi, qui est un gros terrain à la prairie où est-ce qu'on remplit le trou encore là. Il est allé un petit peu à l'encontre là, de la réglementation, il a contesté ça. Puis c'est ce travail-là qui va ajouter de la valeur à ce qu'il achète. On parle aussi d'une transaction éventuellement qui a fait à un certain point où est-ce que c'était quelqu'un qui connaissait, qui avait le terrain et puis il ne voulait pas faire l'offre directement parce qu'il savait que si la personne savait que c'était lui qui faisait l'offre, qu'il y avait quelque chose d'autre à faire avec ce terrain-là qui peut-être avait une grande valeur. Donc, il a demandé à quelqu'un d'autre de faire l'offre pour aller chercher le terrain. Bref, parfois, il y a peut-être un peu de compétition à faire. Les développeurs comme ça de terrain vont essayer de flairer les opportunités. Puis, si Luc Poirier s'intéresse à un projet, tout le monde va dire « Ouais, tu payes ben trop cher. » Mais non, lui, il a vu qu'on peut faire telle chose avec ce terrain-là. Puis ça, c'est une belle qualité. C'est ça qui fait que presque rendu à être milliardaire, à accumuler 1 milliard de dollars. Donc, ensuite, je passe rapidement dans la série. OK, Luc le milliardaire, c'est Pierre-Yves McSween qui pose des questions à Luc, puis qui le challenge. OK? Pierre-Yves McSween, il a posé des bonnes questions, puis parfois, Luc peut-être paraissait pas si bien que ça. En tout cas, Pierre-Yves McSween, j'ai trouvé, c'est pas gêné trop pour poser certaines questions. Puis je pense que c'était de bonne guerre. Et puis encore là, je dis, comme je disais au début, bravo à Luc de t'être prêté au jeu, d'avoir été transparent comme ça. Je trouve ça remarquable. Puis je pense que ça vient d'un bon endroit, dans le sens qu'on veut aider les autres, on veut être transparent. Moi, j'admire ça. Je pense que Luc veut aider les autres. Les 3 épisodes de Luc le milliardaire, on montre visuellement la vie de Luc Poirier. Donc, on montre ses Ferrari. On est allé aux Bahamas, dans un condo, une propriété qu'il possède. On a montré les bateaux. On a montré tout le luxe, la loge au Centre Bell. Puis là, ben, le dilemme, est-ce qu'on va à la loge ou est-ce qu'on va plutôt à nos places dans la section Air Canada? Puis là, c'est des gros dilemmes de riches, comme on dit. Puis ça fait rêver, ça inspire. Et puis, ça peut amener plein d'autres émotions aussi, jalousie, puis on peut trouver ça complètement absurde de dépenser pour des choses comme ça. Bref, rendu là, on peut penser ce qu'on veut. Moi, je veux, y aller avec des leçons.
En résumé, là, si je fais juste revenir sur son ascension, il est parti de zéro, Luc Poirier, OK? Très, très jeune, avait un esprit où est-ce qu'il voulait faire de l'argent, voulait comme faire un profit. En résumé, là, il a des origines modestes, mais un esprit entrepreneurial qui a commencé très tôt, OK? Puis il est très stratégique, il est allé chercher de l'information, le concept de loss leader, d'arbitrage. On va acheter quelque chose à un endroit pour le revendre à un autre endroit où est-ce que ça vaut plus. On a aussi réalisé assez tôt que l'immobilier, c'était un excellent véhicule, OK? Parce qu'on pouvait utiliser l'effet de levier. L'effet de levier, ça revient souvent avec Luc Poirier. Ça, c'est une autre chose dans tout le parcours. Luc dit souvent qu'il n'y a pas souvent de liquidité devant lui. C'est souvent son quotidien, en fait, de trouver de la liquidité pour payer toutes les obligations qu'il a de son train de vie et de ses investissements. Il est riche sur papier, mais quand on regarde le compte de banque, on doit toujours peut-être qu'on est forcé parfois d'aller vendre des choses. Je ne sais pas là, en réalité, mais ce qu'on comprend dans l'épisode, c'est que oui, ça peut être un challenge parfois parce que Luc a des idées, puis il veut aller, s'il y a de l'argent dans son compte de banque, il veut un projet, il va trouver un projet dans lequel investir son argent. Luc va aussi demander à des partenaires, beaucoup de gens qui font affaire avec lui, qui vont investir dans ses projets. Puis ça permet à Luc d'aller faire du profit, d'aller acheter, vendre avec peu de liquidité. Mais comme c'est lui qui amène la transaction, comme c'est lui qui a l'idée, qui va réussir à faire une grande partie des profits avec peu de liquidité investie. Il va amener des partenaires qui lui font confiance, qui, eux, amènent de l'argent. Eux aussi vont avoir un pourcentage des profits sur la transaction immobilière qu'il va faire. Mais reste que lui, en amenant le deal, comme on dit, en amenant la transaction, va faire un bon profit sans avoir à mettre une partie de ses liquidités à lui. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut retenir aussi du parcours de Luc Poirier. Donc la vision immobilière. Au début, on a acheté une maison, on la louait. Après ça, on a acheté des logements. Après ça, on faisait du développement de terrain. On a construit des tours à condos. Puis là, on regardait des gros terrains, des gros développements avec beaucoup de risques. Mais comme lui baigne là-dedans depuis longtemps, puis il connaît un petit peu les rouages, il voit les opportunités, il voit qu'il y a un terrain qui est à vendre, qui vaut tant parce que présentement, il y a des restrictions, mais une fois que les restrictions vont être enlevées sur le développement de ce terrain-là, le terrain va valoir plus. Et puis là, c'est ce jeu-là auquel il joue et qu'il réussit à s'enrichir. Donc, effet de levier par les partenaires, par l'endettement, puis après ça, vie luxueuse. Financé par ses actifs, parce que là, comme on dit dans l'émission, mais ça sert à quoi d'avoir tout cet argent-là, d'avoir tous ces actifs-là, d'être presque milliardaire si on n'en profite pas? Ben là, eux, ils ont leur façon de, justement, profiter de la vie, profiter du fait qu'ils ont ces actifs-là qui sont presque... je parle de eux, je parle de lui, sa conjointe, sa famille. Donc, on voit, donc justement, dans l'émission, on voit sa femme, on voit ses enfants. Donc, très ouvert, il veut partager, il veut montrer sa vie dans le but d'aider, d'inspirer. OK, donc ça, c'est en résumé l'histoire qu'on retrouve dans le documentaire Luc le milliardaire. Maintenant, je vais y aller là, des 5 leçons, OK, que moi, j'ai tirées, ou en tout cas, que le parallèle que je veux faire dans l'émission aujourd'hui, je veux 5 leçons. J'essaie toujours de trouver 5 choses, 5 points à retenir qui peuvent nous aider quand on part de zéro pour accumuler son patrimoine, pour améliorer notre vie. Leçon numéro 1 que je retiens de l'histoire de Luc Poirier, c'est qu'il y a un très grand bénéfice à commencer tôt. Okay? Donc, Luc a commencé tôt, dès 13-14 ans, avait un mindset que, oui, on voulait s'enrichir. Puis, on avait un mindset que le temps, je ne vais pas le passer juste à m'amuser, je vais le passer à réfléchir à des opportunités, à comment faire pour gagner de l'argent. Parce qu'avec de l'argent, ça nous permet
d'acheter des choses, ça nous permet de réaliser nos rêves, ça nous permet de devenir libre. Donc lui, très tôt, il y a eu ce mindset-là. Et puis, lorsque, à tous les jours, on passe une partie de notre temps à réfléchir à comment qu'on va réussir à faire de l'argent, à travailler, à faire un profit, eh bien, ça, c'est des petites actions qui s'accumulent avec le temps. Donc, je reviens à l'épisode précédent de Indépendance financière et hypothèque, l'épisode numéro 104. OK? L'intérêt composé, l'effet cumulé. Des petites actions sur une longue période de temps vont faire en sorte que ça va faire des miracles. Ça fait des résultats spectaculaires. Dans le cas de Luc Poirier, le résultat est plutôt spectaculaire, on va se le dire. On est presque milliardaire, mais on a commencé tôt. Je peux faire le parallèle avec Warren Buffett. Même chose. Je pense qu'il était encore plus jeune, Warren Buffett, quand il a commencé justement à se dire « Hey, moi, il faut que je trouve des façons de faire de l'argent, de générer de la valeur. » Eh bien, quand on commence tôt, comme Luc Poirier, comme Warren Buffett, ben ça vous donne une idée jusqu'où on peut aller. OK? Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Luc Poirier ne s'est pas levé, il ne s'est pas amusé pendant 20 ans, puis après ça, du jour au lendemain, il est devenu très riche. Ben non, ça, c'est rare que ça l'arrive. C'est des petites choses. Et puis, ça a été long à accumuler son premier million. Peut-être qu'il l'a eu très jeune, mais il y a eu plusieurs années de travail. Il ne l'a pas eu dès sa première année, à 14 ans, 14, 15, 16, 17 ans. C'est que lui, il était tout le temps en mode « OK, c'est quoi mon prochain projet? » Le cerveau roule toujours, puis on est en mode réfléchir et devenir riche. Puis, tu sais, je pense pas que c'est essentiel d'avoir 100% de notre préoccupation pour l'enrichissement. Il peut y avoir, un côté malsain à ça, mais je pense que de s'en garder une partie de notre temps assez tôt, puis c'est pas obligé d'être 13 ans, on peut commencer. Moi, je vais vous avouer qu'à 13-14 ans, j'avais pas ce mindset-là. Non, je pensais plus à m'amuser. Et puis, début vingtaine, je commençais à penser à l'accumulation de richesses. Pour moi, c'est venu beaucoup plus tard. Puis, j'ai un cheminement très différent, évidemment, mais depuis longtemps, moi aussi, je réfléchis à ça. Comment je vais faire pour augmenter mon patrimoine, pour avoir une meilleure qualité de vie? Eh bien, Luc, c'est ça, a commencé avant tout le monde. Et puis ça, c'est des petites actions qui ont fait boule de neige. Donc, si en ce moment, qu'est-ce que vous pouvez tirer, vous, de cette leçon-là? Bien, moi, je vous dirais de commencer maintenant. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier, mais le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, de commencer par des petites actions et le faire sur une longue période de temps. OK, ça, c'était la leçon numéro 1 que je retiens avec Luc Poirier. On a commencé tôt, puis on a continué aussi à faire ces actions-là, à aller dans la même direction, c'est-à-dire comment on allait faire de l'argent. Ensuite, leçon numéro 2 de ce que je retiens, après avoir écouté les 3 épisodes, Luc le milliardaire. Donc, Luc a flairé l'opportunité. Acheter bas, vendre haut. Il a été à l'affût de ça. Donc, il achetait des cartes de hockey moins prisées en Ontario pour les revendre au Québec. Okay? Il a identifié cette... Puis on voit que de la façon que son cerveau fonctionne, à force de le faire, ça devient une façon de penser. Donc, aussitôt qu'on se retrouve à un endroit, on voit des opportunités. Puis évidemment, c'est dirigé vers l'immobilier éventuellement, mais l'idée, c'est que, pour moi, flairer l'opportunité, voir des situations d'arbitrage. Hein? Les choses n'ont pas la même valeur au même moment, au même endroit. Et si tu réussis à fournir le produit au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne, ça peut valoir plus cher. C'est ça l'idée, OK? C'est ça les affaires, c'est ça créer de la valeur. Donc, Luc crée de la valeur de cette façon-là. Et puis après ça, plus gros est le montant, ça reste le même principe, que ce soit une carte de hockey qu'on flippe de l'Ontario vers le Québec ou que ce soit un gros terrain qu'on achète à un propriétaire privé puis qu'on revend à une entreprise qui veut développer. C'est similaire, mais c'est la grosseur donc qui change, c'est l'ampleur du projet qui change. Donc, ce qui m'amène, donc, leçon 2, flairer l'opportunité. Acheter bas, vendre haut, puis voir où est-ce que la valeur se situe. Donc ça, c'est
Vraiment, moi, une leçon personnellement que ça, j'ai plus de difficultés avec celle-là. Personnellement, dans mon cheminement, j'avoue que j'ai pas nécessairement ce sens des affaires-là, j'ai pas nécessairement ce réflexe-là de flairer comme ça les opportunités parce que j'ai pas fait ça, moi, depuis que je suis tout jeune. Mais ça ici, on le voit que depuis 13 ans, Luc Poirier fait ça, donc ça l'a aidé énormément. Leçon numéro 3, pensez grand. Leçon numéro 3. Pensez grand, visez gros avec l'immobilier. Donc, ce que je viens de dire, c'est que ce qu'on peut faire avec une carte de hockey à plus petite échelle ou avec Kijiji en trouvant quelque chose que quelqu'un donne et en le revendant à la bonne personne qui, lui, n'a pas de temps à perdre, est prête à payer un certain prix pour un objet. Donc, les gens peuvent faire ça, par exemple, sur Marketplace, sur Kijiji. Donc, lui, à plus grande échelle, si on fait ça pendant une longue période de temps, on va automatiquement se diriger vers des choses qui ont plus de valeur. Donc, le temps qu'on prend à faire de l'arbitrage entre acheter une chose à bas prix et la revendre plus cher, Luc Poirier a cheminé là-dedans pour aller de plus en plus vers des grosses transactions. OK? Puis, on est allé aussi avec l'immobilier. L'immobilier, la particularité de l'immobilier, c'est qu'il y a un système financier de financement de l'immobilier partout au Canada, aux États-Unis. Les banques sont prêtes à prêter en mettant en garantie un bien immobilier. C'est facile, le système est fait pour ça. Donc, on a accès à plus de financement, on a accès à des garanties et puis les choses prennent encore plus de valeur grâce au financement. Donc, leçon numéro 3, s'en aller toujours vers des plus grosses valeurs. Donc, le principe reste le même, il faut flairer l'opportunité, mais on y va avec des plus grosses transactions. Puis, évidemment, on y va vers de l'immobilier parce que l'immobilier, c'est quelque chose qui se transige. C'est un véhicule qui a fait ses preuves où Luc Poirier et des milliers, voire des millions d'autres personnes aux États-Unis, au Canada, se sont enrichis. OK, donc, pensez grand, visez l'immobilier. Ça, c'est la leçon numéro 3. Leçon numéro 4, utilisez l'effet de levier intelligemment. Au fur et à mesure qu'on se spécialise, qu'on est bon dans acheter bas et vendre haut, éventuellement, si on peut le faire, ou est-ce que ce n'est pas notre argent, ça peut faire des encore plus grosses transactions puis faire encore plus de profit. OK? Utilisez l'effet de levier, soit par des prêts, on peut aller voir des banques, mais on peut aller voir des prêteurs privés, on peut aller voir des partenaires ensuite qui vont prendre un pourcentage du risque. Hein. Les prêteurs prennent un certain niveau de risque, les partenaires, eux, vont prendre un autre niveau de risque plus élevé. Il y a tout un système autour de ça. Puis si nous, notre force, c'est d'être bon à flairer les opportunités, on va attirer des partenaires, on va attirer des prêteurs, des gens qui ont des capitaux, mais qui ne veulent pas nécessairement prendre le temps ou sont moins bons pour flairer l'opportunité ou vraiment, parce que c'est quand même un travail de flairer l'opportunité. On va être capable d'utiliser l'effet de levier si c'est nous qui flairons l'opportunité. Après ça, trouver le financement, c'est une formalité. Donc, moi, c'est ce que j'ai compris dans les projets de Luc Poirier, quand il y a une bonne idée dans son réseau. Puis ça, évidemment, on revient à la leçon numéro 1. Il a commencé tôt, il en connaît des gens qui ont des capitaux parce qu'il a fait plusieurs projets commencés petits dans l'immobilier. Au fil des années, il connaît beaucoup de gens. Maintenant, quand il y a une belle opportunité, il sait qui appeler pour aller chercher les capitaux. Puis voilà, on utilise l'effet de levier intelligemment comme ça. Leçon numéro 4. Leçon numéro 5, sécuriser sa base avant de prendre des risques. Là, je reviens. Moi, je trouve que le danger en regardant un milliardaire, OK, c'est que c'est un peu déconnecté de quelqu'un qui a zéro comme capital, comme valeur nette. Ça peut être dangereux, selon moi, de regarder un milliardaire aller puis se dire « Mon Dieu, il faut prendre des risques, il faut prendre beaucoup de risques pour devenir riche. » OK? Puis là, supposons que moi, ma situation, là, je regarde ça aller, ma situation, c'est que ma valeur nette est de 100 000 $. Puis là, il faut que je me dise, c'est tout ce que j'ai dans la vie, là, c'est 100 000 $, peu importe si c'est dans des comptes, un CELI, un CELIAP, un compte épargne. OK? J'ai 100 000 $. J'ai ça d'accumuler, que ça m'a pris des années à accumuler, parce que le premier 100 000, il est long à accumuler. Si je me dis qu'en regardant un milliardaire, que la seule façon vraiment que je vais devenir riche, c'est en risquant mon 100 000 $, mais vraiment au complet,
Je pense que je passe à côté de la leçon de Luc le milliardaire, OK? On ne prend pas tous nos avoirs puis le risquer comme ça au risque de tomber à zéro, surtout si on n'a pas développé un talent. Tu sais, comme Luc dit, dis-moi, si je tombais à zéro, je me referais, ça prendrait pas trop de temps. Et ensuite, il dit, oui, mais je voudrais pas perdre ma liberté financière. Donc, je pense pas qu'il serait prêt à faire faillite puis recommencer de zéro. Oui, il y a un talent pour flairer les opportunités, mais s'il se retrouvait à avoir fait faillite, à avoir fait perdre de l'argent à tous ses investisseurs parce qu'un de ses gros projets qui n'a pas fonctionné, peut-être que ça serait plus difficile, peut-être qu'il ne serait pas prêt à retourner travailler ou en tout cas à repartir de zéro. Je pense que ce que j'essaie de dire, OK, c'est que on peut prendre des gros risques, mais pour quelqu'un qui est milliardaire, c'est un peu plus facile parce qu'on a probablement 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 10 millions que celui-là, on ne va pas le risquer. Tu sais, notre base, notre fameuse base financière. Tu sais, c'est facile de voir quelqu'un qui risque 1 million, 2 millions, voire 100 millions de dollars. Puis là, on se dit, oh my God, il faut tout risquer pour avoir du succès. Oui, mais peut-être que la base, là, sa base financière, il y a peut-être un petit 10 millions qui se garde pour lui au cas où. T'sais. Puis là, après ça, c'est correct d'aller prendre des risques avec le reste. Parce qu'on le sait qu'on n'aura jamais besoin vraiment de retourner travailler pour un employeur. On le sait qu'on va toujours avoir un toit, de la nourriture sur la table, que, bon, vous comprenez le principe. On va prendre des risques, oui, mais on ne va pas risquer tout ce qu'on a pour revenir en arrière. Donc, c'est normal que quelqu'un qui commence, qui a zéro, qui a 100 000 d'accumuler, ne va pas risquer nécessairement son 100 000 de la façon que Luc Poirier va risquer 100 000 pour faire du profit sur quelque chose. Parce que lui, il a déjà sa base. Il ne faut pas oublier que celui qui risque 100 000 et tout ce qu'il a, c'est 100 000 Donc, c'est pour ça que c'est un cheminement. Au fur et à mesure qu'on augmente notre valeur nette, on peut, avec une partie de notre valeur nette, oui, prendre un peu plus de risques. Et moi, j'ai toujours procédé comme ça. Évidemment qu'en cheminant de 0 à 2,1 millions de dollars, je ne me suis jamais retrouvé à risquer 2 millions de dollars, à risquer 1 million de dollars. Donc, j'y allais proportionnellement avec ma valeur nette. Je dis, OK, là, je suis prête à prendre un risque, par exemple, avec 150 000 dollars, quand ma valeur nette, c'est 600 000. OK? C'est un quart, c'est beaucoup. Mais si je perds mon 150 000, j'ai toujours le reste, la balance, mettons 450 000. Puis, OK, je peux continuer quand même à vivre puis mon cheminement, puis je ne vais pas me retrouver en dépression totale parce que tout mon travail d'une vie vient de disparaître en une seule transaction. Donc, faire attention à ça. Lorsqu'on regarde le risque que quelqu'un prend, il faut toujours penser que, oui, mais il y a peut-être sa base quand même qui ne risque pas en ce moment. Donc, il y a beau dire, oui, je prends beaucoup de risques, moi, je prends plus de risques que quelqu'un de normal, mais moi, je suspecte qu'on a toujours notre base financière qu'on n'est pas prête à laisser aller. On fait attention quand on regarde ça, nous, avec notre patrimoine, on va risquer seulement une partie. Je ne suis pas prête à miser tout puis à effacer 10 ans d'accumulation de richesse sur un projet où est-ce que je ne suis pas certain que ça va revenir. Ça, moi, je fais attention à ça. Puis, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai interprété en écoutant Luc Poirier. Okay? C'est que, oui, on veut prendre beaucoup de risques, mais Luc, on n'est pas prêt à revenir en arrière à zéro. Là, on s'est habitué à un certain lifestyle. Je ne suis pas sûr qu'on voudrait revenir en arrière. On serait capable de revenir en arrière s'il y avait peut-être plusieurs transactions qui se mettaient à mal aller. On devrait vendre des actifs, etc. Mais je pense qu'on se garderait une base. Là. Donc, voilà, c'était les 5 leçons. Je vous fais un petit recap là, des 5 leçons. Leçon numéro 1, commencer tôt. Leçon numéro 2, flairer l'opportunité, acheter bas, vendre haut. Leçon numéro 3, penser grand, viser gros. Avec l'immobilier, les cartes de hockey, un terrain, un gros projet immobilier, c'est d'acheter bas, c'est de vendre haut, vendre à la bonne personne au bon moment. Leçon numéro 4, c'est d'utiliser l'effet de levier. Une fois qu'on développe une expertise, il y a peut-être des gens qui vont vouloir investir dans nos projets. Et puis, l'effet de levier, mais pas nécessairement emprunter pour aller investir à la bourse. C'est pas assez rentable. L'effet de levier, c'est quand ça va être très payant parce que le risque en vaut la chandelle d'emprunter. On utilise l'effet de levier, les partenaires, l'argent des autres de cette façon-là, mais on le fait
pour être certain qu'il y ait un bon rendement. Ça, c'est une autre leçon, c'est que on fait pas ça pour des peanuts, là. On va pas utiliser l'effet de levier pour faire comme du 10%, là. Non, quand on utilise l'effet de levier, ça va rapporter beaucoup plus. Ensuite, leçon numéro 5, sécuriser sa base avant tout, avant de prendre des risques. OK? Je pense que Luc ne l'a pas dit comme ça, mais en bout de ligne, il a commencé en faisant 100 000 avec un BBS, puis ensuite, il travaillait dans un dépanneur quand il était jeune, 40 heures. Il est passé à travers toutes les étapes d'accumulation de richesse, et puis je pense qu'à chaque étape, il s'en gardait quand même de côté. Il y avait un plan B si son nouveau projet ne fonctionne pas. Je pense qu'il avait toujours en tête un plan B où est-ce qu'il ne risquait pas tout. On ne risque pas tout. Voilà, c'est la conclusion. Donc, je vous rappelle, si à plus petite échelle, vous voulez un plan en 5 étapes pour avoir la paix financière, acheter notre première propriété et cheminer vers l'indépendance financière, je vous rappelle que j'ai un plan en 5 étapes. Vous pouvez aller sur mon site web frédériclacharité.com/5 étapes. Ou si vous voulez me laisser un message vocal ou me poser une question avec un message vocal que je préfère jouer sur l'émission, vous pouvez aller sur Frédéric Lacharité, message vocal, ou en tout cas, vous verrez le lien dans les notes de l'émission pour faire ça. Vous pouvez enregistrer votre question 1 minute, puis je vais la faire jouer sur l'émission, me parler de votre propre plan ou me poser une question, voilà. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour l'épisode numéro 105 d'Indépendance financière et hypothèque. Et je vous souhaite une excellente semaine, un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre un rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.